Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette masterclass interactive en live avec nos invités que je vais bientôt vous présenter. Nous sommes en direct sur LinkedIn et sur Twitch et vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de nos échanges pour qu'on puisse y répondre à la fin de nos échanges. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette masterclass car nous avons une surprise. Cyril Benzaken va remettre son titre en jeu lors d'un combat acharné avec une personne qui s'est entraînée longuement pour le battre. Je n'en dis pas plus, c'est une surprise. On devait être dans un grand studio prestigieux à Saint-Nicolas, Paris, mais à cause de la crise sanitaire, nous avons dû revenir à la maison et faire cette masterclass chez nous. On en est ravis, on est ravis d'avoir pu quand même la maintenir pour vous. Mais c'est vrai qu'on espère retrouver le lycée Saint-Nicolas Paris très vite pour d'autres masterclass, surtout qu'ils s'étaient préparés et étaient très tristes de la situation. Alors, je vais vous présenter nos invités. Bienvenue Oumar Endai, qui est CEO et cofondateur de StudyMapper et Study & Work. Exact. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est avec plaisir que je suis là. Ensuite, Michael Sherman. Alors, pour Michael, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Élu de la République, ambassadeur au Conseil régional des jeunes d'Île-de-France, président de l'association Engagement Francilien et du magazine de l'engagement. Est-ce que je vous ai bien présenté pour le moment, Michael? On va dire, voilà. Bienvenue d'être là, merci. Merci bienvenue de à l'accueil. cette masterclass. Et enfin, Cyril Benzaken, plusieurs fois champion du monde de boxe thaï et de kickboxing. Je pense que vous le connaissez tous. Il est également fondateur de la Benzaken Team. Bienvenue également, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, pour démarrer, on va faire un petit tour de table. Je vais vous laisser vous présenter, chacun à votre tour, nous parler de votre parcours scolaire, de votre parcours professionnel, ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, et aussi de présenter votre entreprise, évidemment. Oumar, on vous laisse démarrer. D'accord, je me permets d'enlever Bien sûr. le masque. Alors moi, je suis Oumar, CEO et cofondateur de start-up dans l'éducation de manière générale. La première start-up s'appelle StudyMapper. StudyMapper, c'est une plateforme qui met en relation des étudiants en recherche de formation avec des écoles du CAP au Bac+5. Et on a sorti une deuxième plateforme une année après la première, c'est-à-dire il y a 6 mois, Study & Work, qui a pour objectif de connecter et donc d'accompagner les étudiants en recherche de stage et d'alternance avec des entreprises qui recrutent. En termes d'engagement, qu'est-ce qui me pousse à entreprendre, en tout cas de manière personnelle, et pourquoi je suis sur ce secteur d'activité? L'éducation, on sait aujourd'hui, dans le 21e siècle, joue un rôle hyper important, en tout cas dans la réussite professionnelle plus tard des différents individus. Et c'est vrai que ce soit en France ou encore à l'international, il y a pas mal d'inégalités quand on arrive à l'orientation, notamment dans le supérieur, ce qui va valider aussi l'insertion professionnelle par la suite. Donc c'est tout naturellement que mon associé et moi, Adrien Janvier, avons voulu entreprendre dans ce secteur-là pour justement réduire les inégalités entre les gens issus notamment de catégories sociales qui n'ont pas de parents, par exemple, qui s'y connaissent dans les éducations, enfin, dans la formation supérieure. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Michael, à vous. Bonjour, je me présente. J'ai bientôt 30 ans, je suis chef d'entreprise, spécialisée dans le conseil et notamment dans la stratégie digitale. Et en parallèle, donc, j'ai des responsabilités électives pour ma ville à Charenton-le-Pont. Et j'ai eu l'honneur de représenter 1 million de franciliens de 16 ans à 26 ans à la région Île-de-France. Et par mes engagements, j'ai créé une association qui s'appelle Engagement Francilien, qui a la vocation de créer des ponts entre éducation, associatif, avec notamment des valeurs, le sport. Notre parrain Cyril Benzaken, qui nous a beaucoup aidé notamment sur des actions caritatives, en soutien à tous nos partenaires pour le devoir de mémoire, la lutte contre la discrimination. Et l'ITIC Paris était nos partenaires et appuie notamment sur de nombreuses actions. Donc c'est un peu un lien, un cercle vertueux aujourd'hui dans cette masterclass de voir un peu toutes les valeurs qui sont réunies pour des causes louables. D'accord. Et du coup, très jeune et pour entreprendre et dans la politique. C'est de l'entrepreneuriat social, c'est de l'humain. C'est un peu, tout est un peu lié, mais c'est un peu des valeurs, on va dire, humanistes qui se rapprochent. Et si on regarde un petit peu, on s'intéresse, tout est lié en fait. D'accord. Merci beaucoup.
Cyril, je vous laisse également nous donner votre palmarès. Alors, sportivement, donc moi je suis 5 fois champion du monde de kickboxing et également donc entrepreneur. Et j'ai donc fondé en fait ma société il y a maintenant 6 ans en sortant d'études. Donc j'ai étudié en fait à Paris, Paris Dauphine, et parallèlement en fait j'étais donc sportif de haut niveau. Et je me suis rendu compte que finalement les compétitions auxquelles je participais, les événements répondait pas en fait aux rêves que j'avais plus jeune quand je me voyais devenir champion du monde. J'avais des rêves de boxer dans des grandes salles comme à Vegas, etc. Et finalement, je me suis aperçu que les événements étaient un peu moins, on va dire, glamour que je ne le voyais. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de le faire. Après tout, j'avais étudié le marketing dans la majorité de mon parcours, et de mettre en application du coup ces compétences dans mon projet. Et donc, c'est comme ça que j'ai réuni mon projet professionnel sportif et mon projet professionnel en montant donc ma société de production qui produit une partie de mes combats. Donc, en fait, on s'occupe de trouver la salle, gérer les droits télé, le sponsoring, la billetterie, la stratégie de communication, etc. Et donc, je fais ça maintenant depuis 2015, et avec beaucoup de passion et d'engouement. Et vous réussissez à gagner et à gérer tout ça. Exactement. Comment vous faites? Le premier, alors c'est drôle parce que le premier événement que j'ai fait, c'était un événement pilote, si vous voulez. Enfin, pilote, c'était un réel événement, mais c'était via une association que j'avais montée pour un projet de fin d'études. J'étais donc en master entrepreneuriat. Et dans le cadre de ce master, on avait le choix entre faire un stage de fin d'études ou bien faire un projet pro, quoi. Et donc, j'ai proposé ce projet qui a été validé. Et du coup, j'ai monté le projet, ce qui m'a demandé beaucoup d'énergie, donc de monter un événement. Et parallèlement, je me suis entraîné pour boxer et être à mon meilleur niveau. Et en conciliant les deux, j'ai pu obtenir mon diplôme et mon titre de champion du monde. Et c'est comme ça qu'en fait, tout s'est construit. Alors au début, c'était beaucoup plus dur parce que j'étais forcément moins accompagné que je ne le suis aujourd'hui. Et maintenant, je commence à avoir plus d'expérience pour déléguer des tâches et essayer de continuer le succès de l'événement et le succès De sportif, votre quoi. carrière De ma sportive, carrière parce que vous sportive, ouais. continuez encore aujourd'hui. Alors, je suis toujours en activité, exactement. D'accord. Et maintenant, ça doit faire des bonnes journées, enfin pour vous tous, parce que vous avez tous beaucoup d'activités. Et on se rend compte que à la base, votre activité part du cœur en fait, pour tous les trois. Enfin, si on doit résumer, ça part du cœur et de l'engagement, j'ai l'impression, pour vous trois en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de générosité dans les parcours que je vois des deux invités aujourd'hui. Et puis je crois que si on attend en retour dans tous nos engagements, on sera très déçu. Et que si on n'y met pas du cœur, je pense qu'on ne pourrait pas continuer. En fait, le cœur, l'humain a une place essentielle dans tous nos engagements, je crois. Je suis complètement d'accord avec Mickaël sur ce qu'il dit. Enfin, moi, en tout cas, la clé de ce qui me fait tenir, de ce qui me fait réveiller chaque matin, même quand ça va pas bien moralement, personnellement, en tout cas, c'est la passion. C'est le pourquoi j'ai commencé ces deux entreprises. Et l'objectif final, c'est la finalité, en fait, pourquoi on se lève chaque matin. Nous, c'est pour aider les jeunes, les étudiants. Donc, effectivement, c'est ça qui motive le plus, en tout cas, moi, personnellement. Je pense que ça rejoint aussi ce que vient de dire Mickaël. Effectivement, la passion, c'est elle qui m'a piqué quand je suis rentré dans cette salle de boxe à 14 ans. Et c'est elle qui, aujourd'hui, me permet d'entretenir la même fougue, la même énergie, la même envie tous les matins à 30 ans, à 31. Et du coup, je dirais que c'est vrai que pour entreprendre et avoir du succès, il faut d'abord avoir la curiosité, parce que c'est vrai que quand je rencontre des gens, on me dit oui, mais j'ai pas de passion. Et la passion, elle tombe pas du ciel forcément. Alors, il y a des gens sur qui ça tombe, mais parfois, la curiosité est une qualité à développer qui nous permet de rencontrer différents horizons, différents domaines, différentes personnes. Et grâce à cette curiosité, vous pouvez rencontrer votre passion. Et quand vous l'avez rencontrée, généralement, euh, vous trouvez les moyens pour mettre tout ce que vous avez en votre pouvoir pour réussir dans cette passion. Ça, c'est vrai. La passion, ça aide beaucoup. Mais
c'est dur parfois de se trouver, surtout quand on est jeune. Vous avez des conseils à donner par rapport à ça pour trouver sa passion? Comment on fait? Alors Omar, c'est aussi un peu votre métier, mais vous tous, vous devez avoir aussi des conseils à donner. Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime, il faut écouter son cœur et il faut être inspiré par des gens. Je pense que la motivation, elle vient aussi par l'inspiration. On a la chance, alors des fois, ça peut être dans l'engagement associatif, ça peut être dans l'engagement entrepreneurial, sportif, parce que c'est vrai que les valeurs du sport et le prisme du sport, bah, ça crée un tissu social, on rencontre des gens, on élargit son réseau, et puis des fois, de manière désintéressée, ou même des fois avec un intérêt assumé, et ben, on ouvre le champ des possibles, et on se dit, ok, je suis bon dans ça, j'aime ça, et ça peut être, il n'y a pas de passion ingrate, il n'y a pas de métier ingrat. Quelqu'un qui est passionné de croissant, moi j'ai rencontré un entrepreneur qui à Dubaï est parti et maintenant c'est un multimillionnaire, je veux dire, il n'est pas forcément en argent même, ça lui apporte énormément. Les rencontres enrichissent le cœur aussi, donc je pense qu'il faut juste faire ce qu'on aime et écouter son cœur et aller droit devant et ne rien lâcher et puis oser surtout. Faut oser entreprendre. Oser, c'est important parce que souvent quand on est jeune, on n'a pas confiance en soi et on n'ose pas aller vers les autres, on n'ose pas se valoriser. C'est vrai que c'est un mot-clé, je pense, pour nos jeunes. Parfaitement. Alors, moi, ce qui me fait écho quand on parle d'oser, c'est vrai que quand on est jeune, en fait, on n'ose pas forcément tout de suite entreprendre et on se dit, ouais, mais j'entreprendrai plus tard. Et ce que je réponds souvent quand je parle à des étudiants, c'est le coût d'opportunité. Généralement, ils étudient ce coût. Bah, il est beaucoup plus faible quand vous avez 25 ans et que vous sortez d'études et que votre vie sociale, votre vie de famille, votre vie perso coûtera beaucoup moins d'argent que quand vous en aurez 30 ou 35. Du coup, le risque est beaucoup moins élevé d'entreprendre à 25 ans qu'à 35 ans. Donc, bah, autant prendre des risques quand c'est moins élevé. Et donc, oser croire en sa passion et se donner les moyens d'y arriver. Et c'est vrai que pour parfois franchir cette barrière, parce qu'on se demande souvent pourquoi on ne le fait pas, bah parce qu'on a peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, enfin, tout un tas de peurs, et généralement des peurs qui sont, enfin en tout cas dans mon cas, alimentées par les très proches, voire la famille. Et ce qui est important, je trouve, c'est d'arriver à briser ces chaînes de peur et de dire, ben, papa, maman, mes amis, qui que soit autour de moi, vous avez le droit d'avoir peur, mais moi je suis convaincu que je vais y arriver. Même si j'ai de la peur, je sais pourquoi je suis là. Et pour revenir sur le mot fondamental, vraiment, c'est pourquoi je fais ça ce matin. Et quand c'est guidé par la passion, ben, c'est un moteur inépuisable. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Cyril, en fait, effectivement, je pense que le mot-clé, c'est oser. Et oser, dépendamment du background, pour certaines personnes, ça va être logique d'entreprendre. Et pour certaines personnes, c'est quasiment, enfin, c'est un immeuble de 50 étages qu'on construit, le fait d'entreprendre. Et si je prends moi mon cas personnel, effectivement, je pense que les proches, que ce soit de la famille ou encore des amis, quand tu es dans certains environnements, je pense que là-dessus, c'est vraiment personnellement d'abord, qu'est-ce qui nous passionne, ce qu'on veut faire. Et la première personne à croire au succès, à l'entrepreneuriat, à ce qu'on veut faire, que ça réussisse ou pas, il y a toujours de l'expérience au bout. La première personne, c'est soi-même, le porteur du projet, c'est la première personne à y croire, c'est soi-même. Et tant qu'on n'y croit pas et qu'on n'arrive pas déjà à convaincre ses proches, je pense que le défi de l'entrepreneur commence là, c'est déjà d'échanger avec ses parents, ses amis, et d'essayer de leur convaincre de la voie qu'on prend. Et tout commence là, en fait, c'est oser et puis convaincre, persuader les gens. Moi, j'ai un associé, par exemple, bah, il a fallu que je pique à mon associé pour qu'il vienne sur le projet, pour qu'il puisse s'intégrer aussi dans le projet de manière partie, enfin, en tant que partie intégrante. Et même par rapport aux proches, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie dans le fait de pouvoir expliquer ce qu'on fait pour que les gens, parce qu'à un moment donné, on a quand même besoin de ce soutien, surtout de ses proches. Et si on n'est pas en capacité de convaincre ses proches, tout commence là, en fait. C'est là le début. Oui, si on réussit à amener ses proches avec nous, en général, ça fonctionne aussi avec ceux qu'on connaît moins bien, je pense. Et ça fonctionne plutôt bien. On a vu en 2020 les chiffres qui sont tombés au début de l'année 2021. Il y a plus de 850 000 créations d'entreprises et on a vu plus de 35 000 notamment qui concernent les micro-entreprises. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même un côté optimiste et on voit que les mentalités changent et que ça évolue dans le bon sens. On est plutôt confiant pour l'avenir. On verra en 2021. Mais voilà, malgré la crise, on a quand même vu un optimisme et
et une motivation de la jeunesse à vouloir oser entreprendre. Donc, plutôt optimiste sur ce. Alors ça, c'est vraiment très positif, mais il y a quand même des difficultés, je suppose, quand on crée son entreprise. Et pour vous, quelles ont été ces difficultés que vous avez rencontrées et que vous avez passées, visiblement, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, pour moi, avec des solutions en difficulté, il y a des difficultés pour sortir de chez soi, vous voyez, en ce moment. Donc, il y a des difficultés dans chaque épreuve. Et la réelle difficulté, c'est celle que l'on se fixe. Et si pour vous, monter une entreprise, c'est facile, ça le sera. En revanche, si c'est difficile, et je crois vraiment en l'auto-persuasion des faits, et si vraiment vous rendez accessible les choses, ne serait-ce que par la pensée, en rendant accessible un rêve, un objectif, vous allez forcément y arriver plus facilement que si tous les jours vous vous répétez que c'est insurmontable. Maintenant, c'est vrai que en tout cas pour ma part, ce qui est le plus difficile pour un entrepreneur, c'est tout ce qui est administratif. Voilà. Parce que je n'aime pas le faire, donc je suis conscient que je n'aime pas le faire, et donc je le fais mal. Mais je ne vais pas dire que c'est une difficulté, c'est juste un axe d'amélioration dans ma gestion d'entreprise. Mais sinon, pour moi, les difficultés sont les mêmes quand j'étais étudiant ou quand je vais sur le ring. Ça se ressemble, et c'est des systèmes de valeurs dans chaque système assez identiques finalement. D'accord. Et de l'administratif, il y en a beaucoup? Non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est-à-dire que quand vous êtes salarié, c'est relativement différent parce que vous n'avez pas à gérer cette partie-là. Et quand vous créez votre structure, ça demande justement de la curiosité. Et c'est là où, en fait, ce qui est intéressant, pour faire une aparté, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que quand vous entreprenez, vous prenez un risque. Et ce risque-là, c'est-à-dire que vous allez devoir aller chez vous battre, entre guillemets. Il y a d'ailleurs une similitude assez forte avec le sport de combat. Vous allez devoir vous battre pour aller chercher vos revenus. Et ce ne sont pas des revenus qui vont tomber de manière récurrente, comme avec un contrat de travail. Et du coup, en fait, ça permet de connaître votre personnalité. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à tricher, à magouiller? Est-ce que vous êtes trop honnête, trop gentil? Ou est-ce que vous êtes droit, etc. Et en fait, entreprendre, c'est aussi une thérapie parce que vous pouvez changer entre le début et le milieu et la fin de votre carrière entrepreneuriale, mais c'est aussi une formidable aventure humaine. Et on parlait d'humain tout à l'heure. Quand vous montez une structure, pour moi, la clé du succès, d'ailleurs ce que regardent généralement les business angels, avant l'idée, c'est l'équipe. Comment recruter, comment matcher entre personnes, etc. Et c'est grâce à ça que vous allez arriver par la suite à surmonter les difficultés parce que vous avez des compétences qui se complètent. Vous êtes dans quelle catégorie? Au niveau Le du poids, gentil moi, écoutez, j'ai plutôt tendance à être gentil, sauf entre les cordes. Ça, je m'en doute bien. Michael, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Moi, je trouve qu'en termes de difficultés, je n'aurais pas dit cette question-là. Je trouve qu'en France, on est très bien accompagné. Je veux dire, aujourd'hui, en 2021, même les 10 dernières années, on a vu, des dispositifs gouvernementaux, des dispositifs régionaux, et des programmes qui s'appellent Entrepreneur Leader. J'invite tous les personnes, les jeunes qui veulent entreprendre, à aller sur le site île-de-france.fr, sur les sites des chambres de commerce et CCI. Alors Paris pour ceux qui habitent Paris, mais on n'est pas obligé de se réduire à un parisianisme, même en France, dans la France entière. Toutes les régions, tous les conseils régionaux, il y a des programmes où vous pouvez être accompagné par des incubateurs, par la chambre de commerce pour faire un business plan. Vous pouvez être accompagné en termes de coaching. Il y a énormément de dispositifs aujourd'hui où la personne qui veut vraiment entreprendre, franchement, avant de tomber sur des difficultés, il y a quand même énormément d'accompagnement financier, humain, et je trouve que, voilà, bien sûr qu'on va être confronté à des difficultés, bien sûr qu'il y a des challenges, bien sûr qu'il y a énormément d'émotions, il y a des déceptions, mais je veux dire, on est quand même très bien lotis en France, ITIC Paris pour la région Île-de-France notamment, donc voilà, moi j'ai des difficultés personnelles où il n'y a que 24 heures dans une journée, donc ça me tue et j'ai besoin de dormir un petit peu. 5 heures, 5h30, 6 heures, ça dépend. Mais je veux dire, voilà, hormis le temps qui nous est réduit et qu'on voudrait faire plus des fois parce qu'on est passionné et parce qu'en fait, c'est pas un travail, on compte pas nos heures. Cyril dans l'entrepreneuriat, dans le sport, voilà, Oumar dans son domaine, comme on est passionné, on compte pas nos heures. Mais c'est vrai qu'en termes de, voilà, je trouve qu'on est très bien accompagné
et que si les gens s'intéressaient un petit peu, ils allaient un petit peu fouiller avec l'outil Google, il y a énormément de dispositifs qui peuvent les aider à se lancer. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant des aides qu'on peut avoir, des dispositifs. Vous parlez d'incubateurs. Enfin, c'est vrai que vraiment, ce sont des choses qui sont en place aujourd'hui pour Et qui sont développer gratuits. et qui sont Il n'y a pas moins cher que gratuit, donc C'est ça. allez-y, fouillez un petit peu. Et vraiment, enfin, je veux dire, le jeune qui veut entreprendre aujourd'hui, et qui veut, mais dans n'importe quel domaine en plus, que ce soit dans l'artisanat, même dans les formations, avant d'entreprendre, vous avez 1 an, 2 ans où il y a énormément de formations qui sont financées par la région Île-de-France, par les régions, par le Pôle emploi également, par des contrats région-État, et même ceux qui ont déjà entrepris et qui ont des difficultés. On l'a vu pendant la crise. Enfin, je veux dire, la France, dans cette période de coronavirus, il y a eu un lot de subventions, de prêts à taux zéro, de prêts rebonds, de plans d'urgence. Là, il y a encore ce qui est tombé avant-hier, des aides au loyer pour les commerces qu'ils ont même élargi à la restauration, à l'hôtellerie. 2 000 € de loyer. Enfin, je veux dire, il faut vraiment, voilà, je vous ai dit, pour ceux qui habitent en Île-de-France, île-de-france.fr, et tous ceux qui sont dans les différentes régions, avec l'outil Google, franchement, ils peuvent se renseigner. Il doit y avoir l'équivalent de toute façon. Exactement, régions. Mais dans toutes les régions de France, il y a de surcroît en cette période de crise de pandémie, il y a énormément de dispositifs et qui aident les entrepreneurs à avancer. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si Omar voulait ajouter quelque chose. Non, je vais compléter et rebondir sur ce que vient de dire Michael. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que, honnêtement, peut-être qu'avant, c'était pareil, mais sur les 10 dernières années, surtout sur les 3 à 5 dernières années, en termes d'accompagnement et de dispositifs d'accompagnement, que ce soit public, que ce soit des prêts donneurs à taux zéro, ou même maintenant des banques qui s'y mettent, parce que le PGE, certes, c'est garanti par BPI, mais c'est des banques qui donnent. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, en termes de dispositifs pour favoriser l'entrepreneuriat, on n'a rien envié à aucun autre pays, que ce soit en Europe ou dans le monde, parce qu'on est très très bien accompagné, que ce soit pour la levée de fonds, quel que soit le stade et la problématique. En tout cas, pour moi, la difficulté ne va pas être en termes d'accompagnement et de financement de projet. On va forcément avoir des difficultés qui peuvent être des difficultés purement métier, pénétrer un marché. Et c'est ça le challenge de l'entrepreneur, c'est aussi l'application de l'idée, la réalisation de l'idée. On a une idée, on est financier, on a de la trésor. Ensuite, faut aller chercher les clients, comme disait Cyril, faut vendre. Et ça, après, c'est là qu'on découvre une certaine nature chez soi. Soit on est vendeur, soit plutôt on a la peur de vendre, parce qu'au début, quand on se lance, c'est pas très facile d'aller vendre, de prendre son téléphone, de prospecter des gens qui ne nous connaissent même pas. Mais en tout cas, en termes d'accompagnement, honnêtement, il n'y a pas de difficulté. Et je tiens vraiment à rassurer tous ceux qui veulent se lancer. Il y a BPI France, il y a le site de la région Île-de-France, et je pense que partout en France, il y a l'équivalent. Voilà. D'accord, très bien. Et je reviens un petit peu en arrière. Michael, vous avez parlé de réseau, vous avez évoqué le réseau. Omar, vous avez parlé aussi du réseau personnel, réseau pro. Alors, notre réseau personnel peut nous aider. Peut-être que vous avez eu, en étant élu de la République, aussi bénéficié de ce réseau pour entreprendre. Cyril, dans le monde du sport, il y a peut-être eu aussi de l'entraîne. Comment ça se passe pour développer son réseau et développer du coup son business? Alors effectivement, vous savez, je pense que le réseau, alors quand je parle de l'équipe, il y a l'équipe micro, c'est-à-dire ceux qui sont les créateurs, mais à plus grande échelle, notre réseau va nous permettre justement le développement, voire le lancement de notre entreprise. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir fait mon parcours académique, plus pour cet aspect de réseau que pour le côté formation, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a la chance de pouvoir accéder à tout un tas de formations en ligne et de super contenus pédagogiques. En revanche, il y a une chose qui manque à tout ce qu'on fait dans le digital, c'est l'humain. Et en fait, étudier, pouvoir aller dans une université ou dans peu importe, on n'est pas obligé de passer par le cursus académique pour entreprendre. Développer son réseau, c'est vraiment ce qui va vous permettre de développer votre business. Alors moi, je sais que pour développer mon réseau, ça a été très simple, ça a été de jamais laisser entrouverte une porte entrouverte et de rentrer dans la pièce quand la porte est à moitié ouverte. C'est-à-dire que si j'ai des sollicitations sur un marché par rapport à mon statut, même quand je suis fatigué après l'entraînement, je vais à ce genre d'événement etc.
pour réseauter. Et en fait, j'essaye de faire au maximum de choses dans ce sens pour faire des nouvelles rencontres et en fait autoriser l'autre à aller vers l'autre, quoi. Mm. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'emprisonner dans son savoir, et même si on est dans le digital d'ailleurs, et aller vers l'autre pour rencontrer des personnes intéressantes. D'accord. Et pour vous, Mickaël? Sur le réseau, alors moi j'ai été élu tardivement, c'est récent, c'est Mhm. relativement récent, ça fait 1 an que je suis dans ma ville. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la politique qui m'a amené du réseau, c'est on va dire mes engagements associatifs, humains, caritatifs. Et après, parce qu'on représente un réseau où on est vu comme quelqu'un d'influence, on vient vous chercher dans la politique. Mais après, c'est toujours, quand on s'engage, c'est toujours pour l'intérêt général. Que ce soit dans l'associatif, ou que ce soit dans le sport, ou c'est toujours désintéressé quelque part. Mais par ces engagements, on arrive à ouvrir le champ des possibles. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent développer leur réseau, ceux qui cherchent du réseau, ou qui veulent atteindre, on va dire, cet objectif de réseau, et après ça veut rien dire, parce que chacun a sa conception, c'est un terme très subjectif. Il y a des personnes qui vont voir avec ça, ils vont dire « Oh, Mickaël, t'as un réseau de fou, de folie Sherman. » Et moi, je vois d'autres personnes, et j'ai ces mêmes... je trouve inspirant certaines personnes qui ont un grand réseau. Et je veux dire, voilà, pour revenir sur le terme d'oser, faut pas être timide. Dans beaucoup d'événements qu'on organise, on fait un peu du networking, où Cyril nous honore de sa présence à chaque fois sur des actions caritatives. C'est vrai qu'il y a des gens de tout bord, politiques, très élevés dans la sphère politique, institutionnelle, diplomatique, dans le sport, des champions du monde, des gens qui inspirent. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que quand on élargit le cercle et qu'on n'est plus dans l'entre-soi, nous, on a des personnes du devoir de mémoire, du sport, de la police nationale, d'œuvres caritatives, de lutte contre la haine, des militants antiracistes, des gens qui des fois ne s'entendent pas du tout politiquement, mais ils s'échangent leur carte de visite. Ils pensent à réfléchir à faire des projets ensemble. Des fois, ça marche pas, mais c'est un peu de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'ils ont une idée d'entreprendre, de mettre en place un projet. Des fois, c'est échoué. Comme c'est le coronavirus, on doit décaler 2-3 fois l'événement. Mais je veux dire, faut échanger ses cartes de visite, il faut mettre en application des idées, des projets, il faut oser. D'accord. Et pour vous, c'est pareil, Omar, le réseau vous a aidé un peu? Pour moi, le networking, le réseau de manière générale, ça ne s'arrête pas, c'est infini. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir à un temps. Chacun a son niveau de réseau, et arrivé à un moment donné, on se rend compte que en fait, notre réseau, aussi large qu'il est, il n'est pas assez large, et on va vouloir notamment nouer des contacts avec de nouvelles personnes. Et le secret, c'est vraiment, toutes les occasions sont bonnes pour réseauter, en fait. Partout où on est, moi en tout cas, c'est ce que je pratique au quotidien. Je suis quelqu'un, j'ai la chance de ne pas être un peu recroquevillé dans mon côté, dans mon coin. Je parle beaucoup, je communique beaucoup, même sans intérêt, en fait. Je suis quelqu'un de très curieux, et jusque-là, ça m'a plutôt bien souri, et c'est ça qui m'a aussi aidé. Si je donne un exemple hyper factuel, sur l'entrepreneuriat, notamment la plateforme Study and Work, 50% du chiffre d'affaires sur les 6 premiers mois qu'on a fait, c'est que le réseau. En fait, c'est l'incubateur, c'est les entreprises qui sont dans notre pépinière, etc. C'est des gens qu'on connaît parce qu'on les a rencontrés sur tel ou tel événement, des chefs d'entreprise, que ce soit dans la région parisienne ou à Lyon ou encore dans d'autres villes. Et ça, c'est parce que je participe beaucoup à que ce soit des salons, des événements en ligne, des événements juste pour networker, même quand ce n'est pas dans le domaine de l'éducation ou encore du recrutement, par simple curiosité. Voilà. Oui, il faut vraiment donner du temps à ce réseau. Hein. Pour bien réseauter, il faut aussi donner du temps. Il faut donner dans un premier temps aussi, je suppose, pour recevoir après. Oui, puis c'est les projets qui amènent le réseau aussi. Ouais. Des fois, ça se fait naturellement. Genre, des fois, sans vouloir chercher, on a un carré d'arrêt. Les gens nous font confiance parce qu'on a fait des belles réalisations. Et les gens nous contactent. Et puis après, voilà, veulent nous atteindre, veulent monter des projets avec nous. Alors, des fois, on n'a pas ce temps. Ce que je vous disais, 24 heures par jour. Des fois, on se dit, mais ok, c'est super. L'idée et le projet est magnifique, mais il faut le temps de pouvoir le concevoir, etc. Et puis, des fois, il faut privilégier la spontanéité, la réflexion. Et puis, il faut se lancer. Et puis, en 3-4 semaines, on peut monter des beaux projets. Et avec le Rotaract, je crois que vous vous êtes lancé, puisque c'est notre réseau d'étudiants qui est plus que le BDE, qui font du bénévolat, qui organise beaucoup d'activités. Je crois que vous avez une petite surprise. Une petite surprise, en fait, on a Engagement Francien, l'association que je préside, qu'on avait montée, qui était un peu l'héritage de divers projets éducatifs
qu'on avait au départ sur le plan national et qu'on avait réduit à la région Île-de-France. On avait pu bénéficier avec Cyril Benzaken. On avait voulu répondre à l'effort de lutte contre le coronavirus à notre échelle. Il n'y avait pas de masques il y a un an, en mars, etc. Et on avait pu, par notre réseau entrepreneur, donc on avait créé des ponts entre cercles d'entrepreneurs qui voulaient s'engager dans la cité. Et comme on a vraiment cette volonté de promouvoir les valeurs républicaines dans l'association Engagement Francilien, on avait voulu, avec notre partenaire qui est Alliance Police Nationale, qui est le premier syndicat de police de France, vraiment déconstruire les préjugés, police, citoyens, population, etc. Et faire une grande levée de masques chirurgicaux. Donc là, on a fêté les 300 000 masques remis à tous nos partenaires, donc qui ne sont pas d'ailleurs que la police, le Souvenir Français, la Fondation Le Refuge qui accueille notamment des LGBT isolés. Et je passe le bonjour à Nicolas Noguier, le président fondateur et différents de nos partenaires. Et avec Cyril Benzaken, on avait pu remettre des masques chirurgicaux. On avait bénéficié grâce au Rotaract, qui est le Rotary pour les jeunes, la jeunesse active, la jeunesse étudiante. On avait fait notamment une opération de remplacement du mobilier des commissariats vétustes pour les salles de repos des policiers. Et c'était un peu notre soutien de déconstruire les préjugés contre les policiers. Et on avait un étudiant de l'ITIC Paris, Yacine. Donc, à cause du coronavirus, on n'avait pas pu le faire. Mais sache que Yacine, si tu nous regardes, il y a un chèque cadeau de 100 € qui t'attend, qui te sera remis. Et puis, il y aura dans ce cercle vertueux le délégué national numéro 3 national, Cédric Boyer, qui te remet une attestation de remerciement. Donc, Enora, je te laisserai lui remettre. Et encore une fois, voilà, on avait pu faire notamment avec Cyril, notre parrain, des sensibilisations en milieu scolaire et notamment avec l'ITIC Paris. Donc, il y avait plus de 20 classes, plus de 300 étudiants. Et Yacine nous avait aidé, était venu monter des meubles, du mobilier, pour remplacer au commissariat de Charenton-le-Pont. Donc, ITIC était venu. Il y avait tout le cercle d'entrepreneurs qui était venu. Et on avait remis notamment des frigos américains Fontaine. On avait remplacé des chaises de bureau haut de gamme. Et donc, voilà, tout ce cercle vertueux avec toute cette sensibilisation. Le projet s'était monté très rapidement en plus. Donc, voilà, pour remercier Yacine, il aura son chèque symbolique. Il ne l'a pas fait pour ça. Il ne savait pas qu'il allait avoir un cadeau derrière. Il est venu bénévolement. Et comme nous, le but aussi, c'est de remercier les âmes bénévoles. Et tout le but d'Engagement Francilien, c'est de créer une nouvelle génération de bénévoles engagés. Et Yacine, dès qu'on pourra, on te remettra ce fameux chèque et on fera une petite remise symbolique avec plaisir, pour le mettre à l'honneur. Pour mettre à l'honneur l'éthique. Et puis merci aussi à Cyril, parce que c'est grâce à des parrains qui inspirent les valeurs du sport, de l'entrepreneuriat, qu'on peut mettre en avant ces actions caritatives pour tous nos partenaires, pour lutter contre les discriminations, contre la haine, parce que les valeurs du sport permettent de lutter contre toutes ces formes de préjugés en fait. Et donc voilà, donc j'en profite aussi pour remercier en direct Cyril qui a toujours marqué avec de près dans tous nos événements. Toujours là, oui. Pour promouvoir les valeurs républicaines et puis de fraternité aussi. Parce que vous voyez, c'est. Et puis voilà, et puis il faut le dire, on déconstruit beaucoup les préjugés. Et puis c'est aussi un travail intergénérationnel. Là, Yacine qui est jeune, notre génération 30 ans un petit peu plus âgée, les personnes qui sont en place dans différentes associations qui sont aussi plus âgées. Enfin, voilà, c'est aussi les valeurs de fraternité qui sont très fortes et qui nous tiennent à cœur et qu'on retrouve aussi chez l'éthique dans votre école. Donc voilà. On l'espère, on essaye en tout cas. Je voulais savoir en quoi la crise sanitaire a pu impacter votre activité. Vous êtes tous les trois dans 3 domaines différents. Est-ce qu'il y a eu un impact? Si oui, lequel? Cyril, peut-être que... Alors oui, alors moi j'ai eu une partie de mon activité qui a été complètement impactée puisque c'est la production d'événements qui a été donc arrêtée totalement en 2020. Et donc, en fait, ça m'a laissé le temps de réfléchir à un modèle, en tout cas en attendant une éventuelle ouverture, parce que le plus difficile dans un cas comme la situation qu'on a traversée, c'était de ne pas avoir de visibilité sur demain et de se dire, bon, peut-être qu'en 2024, on pourra, mais ça nous laisse le temps de faire autre chose. Mais là, c'est sans cesse repoussé, donc c'est ça qui est le plus dur, c'est d'essayer de penser à l'ancien modèle. Et donc là, c'est surtout ce que j'ai arrêté de faire depuis quelques mois pour construire en fait un nouvel événement totalement digital et à huis clos comme d'autres sports le font très bien. Et j'ai pu en fait développer d'autres compétences que je voulais développer plus tard, notamment celle de conférence. Donc aujourd'hui, je travaille de plus en plus en visioconférence pour des entreprises sur lesquelles on intervient dans des problèmes managériels et dans lesquels mon expertise du haut niveau en sport mêlée à l'entrepreneuriat nous permet de répondre aux éventuelles problématiques.
Et pour l'entraînement, ça va, j'ai été plutôt gâté parce que j'ai de quoi m'entraîner chez moi, D'accord. enfin du moins pour mon premier confinement. Et après, les règles sanitaires nous permettent, nous, de nous entraîner normalement. Donc on va dire qu'on on tient la tête haute. Et en plus de ça, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par l'État dont tu parlais tout à l'heure. Ben, où en fait toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, ben, on a été, non pas des PGE, mais on a été aidés, on a Mhm. reçu vraiment des aides mensuelles qui donc nous ont permis bah, de réagir et de survivre à cette petite crise. Du coup, en fait, vous avez rebondi. Au départ, je suppose, c'est le choc. Et puis après, vous avez rebondi et vous trouvez des solutions, en fait. À chaque fois, Bah, en vous fait, vous dépassez. oui, alors en fait, finalement, là où ça a été très dur, ça n'a pas duré trop longtemps, c'est le premier confinement qui a été vraiment une isolation. Et en fait, du coup, on a coupé ce côté réseau. Et au-delà du réseau, en fait, le fait de voir, que ce soit des amis ou des collaborateurs ou des éventuels clients, et ben, ça vous donne de l'imagination et ça vous permet de monter des projets. Et quand vous êtes seul, c'est là où c'est pas évident. Donc ça a été vraiment là la difficulté, ça a été d'arriver à réfléchir sur des modèles à construire quand vous n'êtes pas dans les rencontres, puisque moi je trouve que quand vous rencontrez des gens, généralement des projets émergent. Par exemple, avec Mickaël, nous on a été réunis par le prisme associatif et du sport, et depuis on s'est revus en essayant de mettre des choses en place. Mais si on ne se voit pas, on va avoir du mal à monter des projets. Donc finalement, ça a été depuis cet assouplissement du confinement que les choses se sont à nouveau éclaircies pour ma part. Et, Et on espère que ça développe bien et que, surtout, je pense, les conférences sur le management croisé au sport, c'est ouais, ça hyper marche très bien intéressant. et je suis très content parce que c'était un point que je voulais développer en physique, que je vais faire de manière très ponctuelle et qui maintenant devient beaucoup plus fréquent. Et donc, je suis très heureux que ça se développe. J'espère qu'on pourra vous inviter pour rencontrer notre filière e-sport parce que je pense que ça pourrait être intéressant que vous interveniez. Ah bah, avec plaisir. Merci. Mickaël, quel impact ça a eu pour vous? Bah, on doit se remettre en question. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est se remettre en question. Et on l'a pu à la fois dans mon entreprise, j'accompagne des acteurs économiques, des commerces à se remettre en question. Et après, sur le plan associatif également, on a accompagné notamment des associations par la levée de masques. Mais voilà, je pense que dans cette sphère, et puis c'est aujourd'hui notre masterclass, c'est-à-dire que avoir dû se remettre en question, ne pas le faire avec du public, je veux dire, l'exemple même de la remise en question, elle est aujourd'hui dans cette masterclass en direct, à devoir réadapter le modèle. Voilà. D'accord. Et Oumar, je ne sais pas si ça a eu un impact parce que c'est vrai que la formation a été très aidée. Non, nous c'était plutôt honnêtement un impact hyper positif, inattendu dans la mesure où on est 100% sur le digital, effectivement, la recherche de formation sur le digital, contrairement au salon d'orientation physique, aux journées portes ouvertes physiques. Donc nous, c'était plutôt bénéfique pour nous. Du jour au lendemain, en fait, avant le mois de mars, on avait un trafic, on venait juste de sortir le site, ça faisait même pas une année, ça faisait 4-5 mois, on avait environ 5000 visiteurs venant de l'organique du SEO sur la plateforme. Et dès qu'il y a eu le confinement, en fait, mars-avril, on est passé à 80 000 visiteurs sur la plateforme. On a pu, en fait, en quelques jours, avant même des acteurs historiques comme l'étudiant Studyrama, qui eux, en fait, d'habitude font ce qu'on appelle salon d'orientation. Nous, on a pu, en 3 semaines, en fait, sortir le premier salon d'orientation virtuel avec des écoles, notamment comme ITIC Paris, et il y avait environ une vingtaine d'écoles et plus de 500 étudiants qui avaient participé. Donc c'était plutôt positif, sachant que je me souviens encore de l'allocution du président pour annoncer le confinement. C'est vrai que ce soir-là, j'étais tout seul chez moi, j'étais en pleine réflexion, je ne savais pas comment ça allait se passer, je n'avais pas de visibilité. Et ce qui est plus dur, en fait, pour moi, ce n'était pas le premier confinement. Là, on apprend à vivre en fait avec la situation de crise actuelle. C'est ce que disait Mickaël tout à l'heure, c'est de ne pas avoir le bout. En fait, on ne peut pas se projeter en se disant, bon, dans 10 mois, c'est fini, on passe à autre chose, on reprend la vie normale. Donc, en tant qu'entrepreneur, en fait, on est complètement obligé de revoir tous les plans, en fait, de plutôt avoir des plans à court terme, court moyen terme, pour être toujours
de manière proactive dans l'action et ne pas subir en fait les différentes décisions qui vont être prises à gauche et à droite. Mais je trouve que cette crise, justement, c'est la vie d'un entrepreneur. Ouais. À la fois dans le business que dans l'associatif. Ouais. Il y a des événements, des projets qui sont actés. Cyril avait un tournoi mis en place, ou des événements, etc. Nous, on avait des projets de prix d'engagement francilien. Et à chaque fois, on reportait. On ne savait pas ce qu'on devait annuler. Mais encore une fois, je pense que où il faut garder l'optimisme et qu'il ne faut aussi pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. On a énormément de chance. Enfin, je veux dire, par le soutien des dispositifs régionaux, la présidente de région Valérie Pécresse, quand on voit, juste si on suit sur différents réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel de moyens d'être informé, de pouvoir bénéficier de communication positive. Enfin, je veux dire, on est quand même très bien lotis. Alors certes, la situation est dramatique parce qu'on voit des commerces qui vont fermer, qui vont peut-être pas rouvrir. Mais je veux dire que malgré cette crise, il faut quand même toujours essayer de retrouver quand même le positif et de se dire que voilà, il y aura un demain. On observe d'autres pays dans un monde globalisé, mondialisé. On voit que d'autres pays ont commencé à rouvrir leurs cafés, leurs bars, etc. Donc je crois qu'il faut quand même avoir de la vision. C'est difficile, hein, je ne dis pas que c'est facile. Moi, le premier, j'ai des doutes et on a tous, je pense, des doutes dans nos différents engagements. Mais je crois vraiment que voilà, il faut voir le bout du chemin. Il y a évidemment une sortie de crise. Il y a des annonces, alors c'est peut-être des effets d'annonce, peut-être que c'est que des annonces qui ne se réaliseront pas, mais voilà, je pense que d'ici cet été, il y a d'autres commerces qui vont rouvrir, petit à petit, ça va reprendre, et je pense que voilà, il faut se projeter, certes, peut-être en septembre, peut-être l'hiver prochain, mais voilà, il y a une sortie, et je pense qu'au même titre que lors du premier confinement, quand ça va repartir, mais à une vitesse assez exponentielle, et je pense que les entrepreneurs devront être prêts à ce moment-là. C'est ça. Parce que quand la croissance va reprendre, et les économistes nous le prouvent, et on l'a vu après le premier confinement, c'était énorme. Même dans nos différentes activités, on a vu qu'il y avait de l'optimisme, donc je pense que voilà, il faut aussi être prêt à ce départ qui aura lieu très prochainement. Sans pouvoir le prévoir, au moins se préparer, ça va arriver, on le sait, c'est sûr qu'on va sortir de cette crise, donc c'est sûr qu'il faut se préparer. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités. J'espère que vous êtes nombreux à poser vos questions parce que nos échanges sont extrêmement intéressants. Et du coup, je voulais savoir comment vous voyez l'avenir sur vos différentes activités. Oumar, qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes? Donc, on a digitalisé complètement les events. Qu'est-ce qui arrive d'autre? En fait, moi, je pense que la situation de crise actuelle, de crise sanitaire, n'a fait qu'accélérer ce qui, pour moi, allait se passer, en tout cas, sur le secteur de l'éducation dans les années à venir. C'est-à-dire la digitalisation complète de l'éducation. Aujourd'hui, on assiste à pas mal de choses de manière exceptionnelle, même si on préférait que les étudiants aillent tous en présentiel en cours. Aujourd'hui, il y a pas mal d'établissements scolaires, que ce soit du primaire, en allant jusqu'aux établissements supérieurs, qui sont quand même, avec l'aide de l'État aussi, qui sont quand même bien arrangés pour continuer à assurer en tout cas le fait de pouvoir dispenser des cours aux étudiants. Ça, c'est la première chose, parce qu'effectivement, on est dans une crise sanitaire. Le monde ne s'arrête pas. Des étudiants devront quand même continuer à s'orienter, à trouver des stages, des alternances ou encore des premiers CDI pour ceux qui viennent d'être diplômés l'année dernière. Après, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt la situation des étudiants dans l'ensemble. Je parle plus des étudiants, pas de ceux qui sont au lycée ou encore au collège, plutôt des étudiants, notamment des étudiants en situation précaire, des étudiants qui sont isolés. On sait qu'historiquement, en tant qu'étudiant, on cumule pas mal de petits boulots à gauche et à droite pour essayer quand même d'avoir un minimum de finances et continuer à vivre. Effectivement, aujourd'hui, vu que tout est fermé, il y a pas mal d'étudiants qui sont vraiment en situation précaire. Et moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Donc, j'avais une pensée pour ces étudiants-là. Non seulement parce qu'aussi, à côté de StudyMapper et StudyNWork, c'est encore une fois, c'est vraiment un engagement. Nous, on a lancé une cagnotte en ligne qui s'appelle Stop Précarité étudiante. On a déjà récolté des fonds, donc c'est une cagnotte qui est toujours ouverte. L'idée, c'est de reverser ces fonds-là à une association qui s'appelle Linky, qui fait de la distribution de repas auprès des étudiants. Donc, moi, je voulais vraiment avoir une pensée à ces étudiants-là. Donc, ne lâchez pas. Encore une fois, comme l'a si bien dit Mickaël ou encore ou Cyril, on est dans une période certes compliquée. Nous, on est des entrepreneurs, donc on doit sans cesse anticiper. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est la vie. On doit continuer à vivre. Donc, vous aussi, vous devez continuer à vivre. Malheureusement,
la situation est critique pour tout le monde, continuez à vivre, accrochez-vous, et on sortira de cette situation en tout cas. Il y a pas mal de dispositifs, là je parle de Stop Précarité, mais il y a d'autres dispositifs qui sont là en tout cas pour accompagner les étudiants dans ce moment un peu particulier. Merci. Alors Cyril, vous avez déjà commencé à regarder vers l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont changer dans votre fonctionnement d'entrepreneur dans quelques années? Il y a déjà d'autres projets qui arrivent? Non. La plupart des projets, je les avais déjà identifiés et commencé à les mettre en place avant le confinement. Et certains ont été retardés, d'autres ont été, on va dire, un peu modifiés, mais je n'ai pas eu de modification suite au Covid. D'accord. Mais même, enfin, comment vous vous projetez? Donc là, maintenant, vous faites vos conférences, vous souhaitez encore plus digitaliser. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez mettre en place, vous, en tant qu'entrepreneur? Enfin, Alors, en tant qu'entrepreneur, dans la partie production d'événements, en fait, on a vocation à s'externaliser en dehors de France. Donc, en fait, on devait justement, avant à la fin, au milieu de la crise, organiser donc un premier événement à Monaco. Et en fait, donc, on a différentes villes qu'on a identifiées avec lesquelles on est en pourparlers pour produire et s'exporter en dehors du territoire français, même si on continuera à Paris. Mais du coup, et voilà, non, du coup, c'est vraiment l'axe, en tout cas, majeur de développement de ma structure. Voilà. Merci. Et bien, Mickaël, même question, de manière pratico-pratique, pardon. Comment votre métier c'est en train de se transformer? C'est de la remise en question, mais globalement, se transformer, le monde est digital désormais. Donc, moi, dans ma partie professionnelle, c'est d'accompagner les structures, les entités dans ce domaine-là, donc à se réinventer, à apporter ma vision. Et après, dans le secteur associatif, on continuera, nous, à aider nos partenaires et à promouvoir les valeurs républicaines via nos différents engagements, par le prisme du sport. Et je pense que dans cette période aussi de coronavirus, je pense que le sport apporte beaucoup à beaucoup de personnes. Et c'est là où je pense qu'on peut aussi se réinventer et se remettre en question et se surpasser. Donc je pense que c'était essentiel aussi dans cette masterclass qu'on invite un sportif qui est en plus entrepreneur. Donc voilà, par le sport, je pense qu'on peut tous avoir de la vision, se réinventer, se surpasser. Et je pense que c'est aussi un peu le maître mot de cette masterclass. Si on devait donner un conseil à nos futurs entrepreneurs, ce serait quoi? Ce serait ça? Ah, moi j'avais dit oser. Oser, je pense que c'est le maître mot à retenir. D'accord. Donc oser pour Mickaël. Je partirais sur la même chose. Oser, ça résume un peu tout, parce qu'en fait, dans la vie, tout ce qu'on fait, c'est oser. Et pareil pour les valeurs du sport, pour avoir pratiqué du sport pendant quasiment toute ma jeunesse, jusqu'à mes 20 ans à haut niveau en foot. Je pense que les valeurs intrinsèques demandées dans la pratique du sport, que ce soit individuel ou collectif, sont les mêmes valeurs qu'on va retrouver dans l'entrepreneuriat, mais également dans la relation humaine de tous les jours. Voilà. Donc c'est oser aussi. Oser. Et pour vous, Cyril? Alors, je vais rebondir, mais je ne vais pas répondre à votre question en un mot. Mais alors, effectivement, en fait, tout part d'oser, parce que je dis généralement pour arriver à un succès entrepreneurial, mais entrepreneurial quand tu joues au foot et que tu entreprends de tirer plutôt que de faire la passe à quelqu'un, parce que tu oses prendre la décision d'essayer de marquer et donc aussi de ne pas marquer, tu entreprends quelque part. Donc vraiment, le mot entrepreneuriat n'est pas réservé au monde de l'entreprise. C'est vraiment, en tout cas pour ceux qui n'osent pas, sachez que vous avez déjà entrepris dans votre vie. Et donc la première chose, c'est forcément d'oser, parce que je dis souvent que pour entreprendre, eh bien, il faut s'autoriser à rêver et du coup, c'est quelque part un peu l'ambition, le mot qui est derrière ce rêve, de voir les choses en grand ou pas, ça dépend de son ambition, mais en tout cas de s'autoriser à aller voir le rêve que l'on veut décrocher. Maintenant, un rêve, il y en a plein qui ont des rêves,
mais qui malheureusement n'arrivent pas à les atteindre. Et inconsciemment, en tout cas quand j'ai commencé à rêver de devenir champion du monde, en fait j'ai réussi à transformer ce rêve en objectif par une chose très simple, c'est que j'avais 13 ans et je me suis dit ouais, je serai champion du monde à 22 ans. Et le fait de mettre une date, Mm. ça a transformé mon rêve en objectif, puisque j'avais l'objectif de devenir champion du monde en 22 ans. Ah, à 22 ans, pardon. Bon, j'ai un peu raté, parce qu'en vérité, je crois que c'était aux alentours de 24-25 ans, mais bon, j'y suis quand même arrivé. Et le fait de mettre cette date, ça le transforme en objectif. Et maintenant, on arrive sur le deuxième comment dire, qualité qu'il faut développer, c'est pour moi la discipline. C'est-à-dire que pour arriver à remporter ce rêve, enfin, de devenir champion du monde, bah, il m'a fallu de l'entraînement. Et c'est cet entraînement, c'est ce travail. Donc quand on est, et justement, grâce à la passion, vous pouvez travailler plus qu'un autre et ne pas baisser d'énergie. Et enfin, la troisième, c'est un point qu'on n'a pas trop abordé, c'est la résilience, la persévérance. Parce que quand on est sur notre route de l'entrepreneuriat, ben, il y a des difficultés, il y a des échecs. Et personnellement, ben, j'ai perdu mon premier combat, j'ai perdu plein de combats, plein de moments aussi dans ma vie d'entrepreneur. Et en fait, ben, suite à cet échec, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Parce que quand vous êtes face à un échec, finalement, vous avez l'occasion de vous remettre en question. Et je sais, en tout cas par pratique, qu'on se met rarement, on se remet rarement en question quand tout va bien et quand on est victorieux de situation. Et donc voilà, c'est d'arriver à être persévérant, résilient pour se remettre. Du coup, oser rêver, Persévérant discipline et et persévérance. Persévérance. Merci beaucoup. Donc, on a là fait le tour un petit peu de l'entrepreneuriat. On a parlé de l'engagement, de persévérance, du réseau, d'oser. J'espère que vous nous avez posé beaucoup de questions parce que nous allons maintenant y répondre. Alors, oula, j'ai l'impression que oui, en effet. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup de nous suivre et de nous poser toutes ces questions. Alors, Oumar, cette question vous est destinée. Study and Work, est-ce une plateforme payante? non. C'est Alassane Mbengue qui demande sur LinkedIn. Alors, nous, on a encore une fois, quels que soient les dispositifs qu'on développe, Study Mapper, Study and Work, 100% gratuit à vie pour les étudiants. Donc, non, c'est pas payant. D'accord. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Laura Elbaz, toujours sur LinkedIn, qui demande quelles études vous avez pu faire, Michael? Alors, j'ai pas fait de grandes études. J'ai passé beaucoup de. D'ailleurs, puisque j'avais un profil un peu. J'ai jamais vraiment aimé l'autorité. Donc, j'ai passé mes études en candidat libre. J'ai passé un bac au lycée français de Jérusalem, qui m'a appris beaucoup sur l'ouverture d'esprit et de voir des gens de toute culture, notamment. Et c'est un peu propre à mon éducation. Mais j'ai pas fait de grandes études. J'ai passé un bac ES après en candidat libre. Et j'ai passé un BTS management en candidat libre aussi. Mais j'ai travaillé très jeune. Et j'ai toujours été, voilà, j'ai toujours eu une équation entre travail associatif et récemment la politique, mais j'ai pas fait grandes études. Non, pas de grandes études. Un bac plus 2 management. Mais j'étais plutôt autodidacte, on va dire. Voilà. Autodidacte, donc tout le monde peut réussir. Ah oui, complètement, il n'y a pas de schéma. Les études qui font que l'on peut être entrepreneur, c'est vraiment l'envie. Oui, puis des fois, il y a des formations qui vont vous aider dans vraiment un sujet très précis, comme par exemple le codage, le coding, ou par exemple la pâtisserie, ou par exemple, je sais pas, la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Moi, je suis passé par une grande société du bâtiment. Le PDG, qui aujourd'hui qui a eu un très gros succès, avait fait un CAP plomberie, je crois. Et aujourd'hui, il a un fonds d'investissement, des très grands fonds d'investissement prestigieux qui ont impulsé son entreprise. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de petites études. Et c'est très bien des fois de faire des très grandes études parce que pour être médecin, il faut faire médecine. Et voilà. Donc, et je veux dire, voilà, je suis pour un modèle, il faut que les gens fassent ce qu'ils aiment. C'est tout. Et leur passion animera leur persévérance, c'est tout. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Michael. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte, c'est que il a développé des compétences autres que celles qu'on développe à l'université. Et en fait, si j'étais
enfin, je le suis, mais si je cherchais à recruter du personnel, je me poserais toujours cette question parce qu'on est entrepreneur, donc on a une manière de réfléchir peut-être différemment que à l'époque où j'étais étudiant en tout cas. Quelles sont les expériences de cette personne en dehors de ses expériences académiques? Est-ce qu'il a eu une expérience en associatif? Quelles sont les différentes choses auxquelles il a pu mettre son savoir en application? Et en fait, et Mickaël, par tout ce qu'il a fait, ça me rappelle en fait quand je suis rentré donc, à Dauphine, à un moment donné, donc on nous met, on travaille et tout ça, etc. C'est un peu dur. Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'étais en train de nourrir une partie de mon cerveau de compétences. Et pour exceller dans le sport, vous avez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, mais elle n'est pas que dans le sport, hein, dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses. Et en fait, j'ai délaissé cette partie et qu'on délaisse totalement dans toutes les écoles, excusez-moi, mais dans tout système en fait. C'est pas tant l'école, c'est dans tout système où il y a une autorité, où il y a un transfert de connaissances. On délaisse un peu cette partie de créativité. Et en fait, je me suis donc aperçu que j'étais moins bon boxeur, etc. Et il a fallu que je rééquilibre tout ça. Et du coup, en fait, vous n'avez pas besoin forcément de faire de grandes études, mais arriver à trouver un juste équilibre entre cette intuition, nourrir, on va dire, le côté intuitif qui nous anime tous, autant que le côté, on va dire, compétences pures que vous pouvez développer et qui vont vous servir bien évidemment ce que vous apprenez à l'école, mais ne pas délaisser, on va dire, ce côté créativité dont toi, tu as pu sûrement beaucoup plus compenser au début que sur ton parcours académique et après coup. Ce qui est sûr, c'est que la créativité on va dire les 1000 idées, les plusieurs personnes dans mon cerveau. Non, mais c'est vrai qu'il faut de la créativité dans tout. Ouais. Dans n'importe quel domaine, il faut avoir la prétention de pouvoir trouver des axes d'amélioration et faire un peu mieux que son voisin. C'est aussi ça, c'est de répondre à des enjeux et des manquements, de répondre à des besoins. Donc, Et vous êtes tout le temps en train de penser à de nouvelles idées. c'est ce qui nous fait avancer. C'est comme ça. Qui aurait cru que un sportif vienne nous aider sur parce qu'on a aussi beaucoup de préjugés. Bien sûr. On dit, mais ce qu'il va accepter si je lui dis on va lever 300 000 masques et on va changer le mobilier des commissariats et on va prendre une école et on va leur demander qu'ils viennent nous aider à monter des meubles. Enfin, on déconstruit les préjugés aussi. On avance, mais c'est par les projets aussi qu'on se réveille le matin et qu'on se dit, si on se fixe pas un but, c'est comme il disait, je me suis fixé à 22 ans, je vais être champion du monde. Il est modeste parce que bon, il n'y a que 2 ans après, il a réussi à l'être. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, et ce qui n'est pas forcément évident quand on est étudiant, c'est qu'on voit à court terme, donc on travaille pour l'examen. Et là, c'est difficile de trouver de la motivation et de l'énergie. En revanche, c'est pour ça que je parlais de cette manière de fixer un objectif et les sous-objectifs. Si vous arrivez à vous projeter sur ce que vous voulez accomplir plus tard, peut-être que là, vous allez trouver cohérent d'obtenir ce diplôme et donc d'avoir une bonne note à l'examen. Mais si on reste sur le court terme, bah, c'est parfois dur de trouver de cette motivation. Et c'est, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai pris plus de plaisir à maturité à l'école parce qu'on était sur plus de projets et je voyais en fait vers quoi ça me menait. Et quand j'étais au lycée ou en début d'études, on n'a pas forcément le recul pour identifier en fait à quel besoin peut répondre certaines matières et problématiques. Je comprends. Donc, se fixer des objectifs, ça aide à avancer plus rapidement. En fait. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions. Quelle est la clé pour réussir, Alassane, toujours sur LinkedIn? Alors, on en a un peu parlé, on a donné déjà des conseils. Il n'y a pas de clé magique. Je pense que c'est la passion. Moi, je pense que c'est la passion, faire ce qu'on aime. Ouais. D'accord, la passion. Soyez passionné, j'aime bien ça. C'est pour ça que j'ai mis mon petit cœur. Tarané demande si vous avez eu des difficultés à combiner l'entrepreneuriat à votre activité professionnelle. Comment s'organiser? Ah oui, d'accord. Donc, quand on a un travail, j'espère que je vais bien traduire. Comment s'organiser? Avez-vous des conseils pour les jeunes qui souhaitent entreprendre? Donc, avoir un travail et entreprendre en même temps. Est-ce que c'est ce que vous faites? Enfin, c'est ce que vous avez fait. Donc, comment faire ça? Comment s'organiser pour ça? Je vais commencer. Alors moi, je vais parler tout simplement de mon expérience. Avant de lancer StudyMapper et StudyNwork, j'étais responsable marketing digital dans une startup, une belle startup, Bruce.work. Et en fait, j'ai toujours été transparent avec mon boss, que je salue d'ailleurs, Adrien Moreira. Donc, quand j'ai commencé chez Bruce,
Moi, mon objectif, c'était d'apprendre. J'avais déjà fait 2 startups avant, donc c'était d'apprendre. Donc l'approche, c'était de donner 100% de ma personne dans son projet entrepreneurial, mais à condition que moi, j'apprenne en retour parce que j'avais pour objectif, il le savait, d'entreprendre. Donc j'ai fait une première belle année. Ensuite, arrivé à la fin de la belle année, j'ai décidé, en fait, je me posais des questions. Donc je suis directement allé voir mon boss en lui disant, bah, écoute, là, j'hésite. Je pense que pour moi, vu l'idée entrepreneuriale que j'ai, le time to market est exactement le bon. Donc, j'ai peur de passer ce tour-là et je ne sais pas si le train reviendra. Il m'a proposé un mi-temps. Donc, en fait, il m'a gardé, il m'a offert un bureau et pendant 6 mois, donc j'étais à mi-temps et j'ai pu petit à petit entreprendre mon projet et partir. Donc, je pense que, encore une fois, c'est la clé, c'est oser. Quand on ose, en fait, on en parle, on trouve toujours des solutions. Vous avez eu quelqu'un qui vous a soutenu parce que vous lui en avez parlé, vous avez été aussi sincère dans votre démarche. Donc ça, c'est important. Moi, je pense qu'on peut y aller aussi étape par étape. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des rêves. Il faut aussi faut prendre des risques, je pense, mais mesurés. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. Il ne faut pas arrêter, se dire je vais être le roi du pétrole et on arrête tout. Moi, je l'avais fait à l'époque j'étais salarié en CDI et j'avais créé une première micro-entreprise de conseil. Donc, c'est ce qu'on appelle le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui. Donc, on peut retrouver micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est le terme exact, je crois que c'est auto-entreprise maintenant. Donc à l'époque, c'était une micro-entreprise. Et ce qui m'avait permis de, voilà, encore une fois, je vous dis, on a énormément de chance en France. Il y a des dispositifs où vous n'êtes pas imposable, vous avez des plafonds, je veux dire, où votre compte en banque, il y a une comptabilité qui est partagée, qui est mutualisée, où il y a des facilités fiscales, où il n'y a pas tellement d'administratif que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un comptable, il n'y a pas besoin d'avoir des bilans de compte. Donc, par le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui, et on l'a vu, toutes les créations, comme je le disais tout à l'heure, comme je l'évoquais en 2020, c'est le plus grand pourcentage de création, c'est ces petites structures. Et je pense qu'il faut y aller étape par étape, avec des risques mesurés. Et après, une étape, c'est comme les paliers de décompression en plongée sous-marine. Si vous ne voulez pas vous tuer les oreilles et finir hospitalisé, il faut y aller par sas de décompression. Et je pense que c'est pareil quand on s'élève en tant qu'entrepreneur. Bien sûr qu'on devient chef d'entreprise, mais il y a aussi des responsabilités. Je veux dire, ça engage, c'est beaucoup de concessions. Parce que comme Cyril le disait, voilà, si le salaire tombe pas tous les mois par magie. Donc je pense que voilà, faut vraiment y aller étape par étape, petit à petit, et c'est comme ça qu'on construit ses réussites. D'accord. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, Cyril. Non, c'était complet. Merci. Alors, Daniel, sur LinkedIn, qu'est-ce que vous nous conseillez au niveau des investissements lorsqu'on n'a pas de ressources et que l'on veut entreprendre? En gros, comment investir? Investir dans le sens de quoi? De la bourse ou de... Pour entreprendre, je pense. Aujourd'hui, avec une Wi-Fi et un PC ou un Mac, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il y a énormément de logiciels aujourd'hui gratuits où on peut... je veux dire, les boîtes mail aujourd'hui, c'est gratuit avec Google. Aujourd'hui, avec vraiment un petit budget d'investissement, on peut explorer le monde. On peut avoir des clients à Hong Kong, partout. En gros, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget pour se lancer pour la toute première. Ça dépend très clair parce que si vous êtes si vous voulez monter un système de grande distribution, c'est clair. Vous allez avoir de l'investissement, mais c'est pour ça que après, c'est difficile de répondre à ça. Sur la question, si je peux juste donner un conseil, en fait, moi je trouve que la plupart des gens veulent d'abord avoir du financement pour entreprendre. Il faut d'abord aller vendre. L'idée, elle est là. Il faut aller voir les acheteurs potentiels. Si effectivement, éventuellement, il y a des intentions d'achat derrière, là, on peut se poser, calculer les coûts de fabrication, si c'est un outil ou du service. Faut qu'il précise sa question. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas clair. Daniel, si vous êtes encore là, et je l'espère, précisez votre question, comme ça on pourra, nous, être plus précis dans nos réponses. En attendant, on va répondre à Myriam qui demande si entreprendre dans l'immobilier en étant étudiant, c'est possible. Bien sûr, oui. Après, entreprendre dans l'immobilier, oui, c'est pas ma spécialité, mais c'est possible. Après, je pense que sur des domaines aussi un peu pointus comme ça, c'est bien de passer par l'expérience de salarié quand même. Faut pas croire qu'on connaît toute la vie. Il y a quand même des articles de loi, il y a une législation en vigueur qui est quand même assez précise, assez pointue sur l'immobilier en France, les lois Pinel, les lois, etc. Donc je pense qu'il faut quand même, c'est bien d'avoir une estime de soi, mais il ne faut pas non plus se croire invincible et croire tout connaître. On apprend énormément via l'international, via des mentors des fois. Je pense qu'on a tous eu des mentors
ou du moins des gens inspirants qui nous ont donné envie de leur ressembler. Donc je pense qu'il faut quand même sur des domaines comme ceci passer par la formation. Je ne sais pas si c'est une formation immobilier éthique. Alors, pas encore, l'immobilier, pas mais, mais, encore. mais voilà. Mais bon, Mais on y pense. je pense qu'il faut passer par. Et notamment l'alternance, c'est un très beau compromis. Exactement. Je pense que l'alternance, ça permet de. Moi, je l'ai même fait. Donc, et je pense que l'alternance, c'est un très bon compromis, notamment dans l'immobilier, parce que moi, ça permet de savoir si on aime ça. Après, moi, j'ai un avis un peu particulier sur les études, mais c'est vrai que je crois qu'il faut voir vraiment si ça nous plaît, quoi. Pas arriver et être déçu. Donc, faire attention au niveau du secteur. Parfois, il faut quand même se former avant et pas et y aller, comme vous disiez, étape par étape. Alors ensuite, j'ai une question sur Twitch de JJ. On y a un petit peu répondu. Pensez-vous que le Covid est un frein ou un tremplin pour entreprendre? Effectivement, c'est ça. Il a répondu à la question de lui-même, parce que c'est effectivement, à la fois. ça a été un frein pour un tas d'activités, et ça a été un tremplin pour des activités sur le marché qui étaient déjà complètement digitales, et des opportunités pour ceux qui ne s'étaient pas encore digitalisés, quoi. Voilà, JJ, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Tarané, comment avez-vous agrandi vos réseaux? Sans réseau, alors il y a 2 questions. Donc, comment avez-vous agrandi votre réseau? Et ensuite, sans réseau ou contact, est-il possible d'entreprendre? La clé de la réussite de l'entrepreneuriat pour vous. Il y a 3 questions, mais en gros, ça porte sur le réseau. Est-ce qu'on peut y arriver sans réseau ou est-ce qu'il faut absolument le construire avant? Je crois que quand on est chauffeur Uber, on est. C'est exactement ça. C'est ce que entrepreneur. Si. C'est voilà, c'est sans réseau. Et c'est déjà un premier pas vers l'entrepreneuriat. Je connais des jeunes qui ont commencé en tant que chauffeur Uber et qui ont monté des flottes de véhicules et qui après sont devenus dirigeants de chauffeurs et progressivement, peut-être qu'ils ont des. Alors, j'ai pas suivi toute leur évolution, mais des grosses structures. Donc je pense vraiment que la première chose, c'est l'expérience, c'est d'aller dans notre domaine. Et bien sûr que ça aide d'avoir du réseau, forcément qu'on n'a pas tous les mêmes cartes en main au départ en fonction de nos parcours. Mais dans tous les cas, tout est possible. Il faut essayer et avoir la curiosité de tester le domaine en question, quoi. D'accord. Je passe mon tour. Sur la question, c'était est-ce qu'on peut réussir sans réseau? Oui, est-ce qu'on peut réussir sans réseau? Je pense que sur cette partie de la question, pour moi, le réseau, dès qu'on prend l'initiative de créer l'entreprise, potentiellement, on va aller pitcher un autre conseiller ou conseillère chez Pôle emploi. Ça, c'est un premier réseau, c'est un premier point de contact qui va peut-être nous rediriger vers quelqu'un chez France Initiative, Réseau Entreprendre, chez BPI. Donc, effectivement, le réseau se construit au fur et à mesure du parcours. Donc, c'est l'idée, c'est vraiment de commencer et de foncer avec une certaine connaissance, en tout cas, de l'activité dans laquelle on se lance. Après, le réseau se fait au fur et à mesure. En tout cas, Tarané, vous êtes étudiante et du coup, vous avez déjà commencé à construire votre réseau. Donc, dans tous les cas, vous en avez déjà. Donc, vous pouvez vous lancer en ayant votre réseau aujourd'hui d'étudiante. Ensuite, Laura, qui est sur LinkedIn, qui veut savoir si vous avez eu des obstacles et des déceptions en tant qu'entrepreneur. Alors, oui. Des obstacles, c'est sûr. Oui. Je pense que personne n'a la prétention de dire qu'on n'a pas eu d'obstacles, des déceptions. C'est pas moi. Après, je pense, moi j'ai une mémoire sélective, j'aime bien retenir le positif. J'ai remarqué, Mickaël. Donc, ouais, mais non, mais c'est évident. L'entrepreneuriat, c'est des émotions. Dans une même journée, on peut avoir 6 émotions différentes. Des hauts, des bas, je crois que je suis le roi du monde, je suis le meilleur, je suis le plus content du monde, je suis le plus heureux. Et après, on dirait que c'est la pire journée de notre vie et on aimerait repartir se coucher. Et pourquoi je me suis réveillé ce matin? Et juste après, on a une. Voilà. Mais je pense il faut être enthousiaste, il faut garder. Je pense qu'il y a un travail mental à faire sur soi-même qui est primordial si on veut entreprendre aussi. Bien sûr. Et c'est pareil dans le sport. Le sport m'a beaucoup aidé sur ça, forcément, parce que quand vous vivez une défaite, ça fait mal et vous n'avez plus envie de revivre ça, mais en même temps, ça vous permet, comme je disais tout à l'heure, de faire le point, le bilan. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on
reconnaît si on a besoin d'alimenter notre motivation ou si on en a suffisamment. Parce que quand j'ai pu analyser mes réactions et les réactions des gens autour de moi après un échec, j'en ai identifié 3. La première, c'est de se dire oui, c'est normal, j'ai raté parce que je n'étais pas capable, j'avais pas les compétences, etc. La deuxième, c'est de se dire c'est pas ma faute, c'est le plus souvent, c'est à cause de ceci, cela. Et la troisième, c'est de se dire je vais recommencer. Et c'est la résilience dont je vous parlais, la persévérance, c'est de se dire peu importe si j'ai raté, je recommencerai jusqu'à que je réussisse. Alors, pas forcément de manière butée, on peut décaler le prisme et avoir une stratégie différente, mais en tout cas, c'est de reprendre l'initiative, de se relever et de continuer à aller de l'avant. Et c'est sûr que ce que j'ai appris dans le sport comme ça me sert bien évidemment dans le mental de l'entrepreneur qui est vraisemblablement très très proche de celui du sportif de haut niveau. Je pense aussi, ouais. Donc il faut vraiment aller de l'avant et se remettre en question aussi beaucoup, je pense, si on a des échecs et des obstacles, parce que c'est sûr qu'il y en aura. Ça, c'est la vie de manière générale, en tous les cas. Alors, j'ai Lucie sur Twitch qui demande est-ce que les formations en ligne de type e-learning sont plus adaptées à l'entrepreneuriat? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. Selon l'appétence de chacun, je pense. Il y en a qui préfèrent le présentiel, qui préfèrent un contact humain. Il y en a qui préfèrent l'expérience. Ouais, aussi. C'est ce que j'allais dire. Pour donc, moi, ça s'apprend. Enfin, on peut suivre une formation Bac+5 ou un MBA dédié à l'entrepreneuriat. On peut suivre des cours de e-learning, mais on apprendra vraiment le jour J quand on aura commencé. C'est là la différence, c'est l'expérience. Le mot entrepreneur. De toute façon, c'est ça. Entrepreneuriat, il faut entreprendre. Enfin, il faut. Donc, ça ne s'apprend pas vraiment. Après, il y a des process qui nous aident, effectivement. Si on a des connaissances en droit, des connaissances en comptabilité, c'est toujours mieux d'avoir un bagage technique. Mais pour entreprendre, en tout cas, moi, je me souviens que ce qui m'inspirait, ce qui m'a le plus passionné dans ma formation, c'était la rencontre humaine avec des exemples d'entrepreneurs qui nous racontaient leurs histoires et en fait ça nous dit d'une que c'est possible et de deux au travers de leurs échecs, de leur expérience, on apprend beaucoup plus qu'au travers d'une transmission de connaissances brutes. Donc en tout cas en matière d'entrepreneuriat, je pense que vraiment la meilleure chose c'est d'y aller et de rencontrer encore une fois des différentes personnes par réseauté. D'accord. Donc, si vous avez envie d'entreprendre, allez-y. Et si vous avez besoin de formation, à vous de trouver le modèle le plus adapté pour vous, en fait. Si je résume. Bien résumé. Alors, ensuite... c'est une question rigolote de Laura qui m'intéresse beaucoup. Pour chacun de vous, là, vous allez tous être obligés de répondre. Quelles sont vos principales qualités et défauts? Ok, super. Principale qualité et défaut. Ouais. Qui se lance? L'impatience, que je mettrais dans les deux cases. Ça a une qualité et un défaut. Et après, je sais pas. Franchement, c'est pas si évident que ça de se juger. C'est pas évident. Hein, d'avoir du recul sur soi-même. Mais je pense que l'impatience et puis des fois alors c'est hyper bateau comme réponse, hein, mais le perfectionnisme. Des fois, quand des choses nous tiennent à cœur et qu'on aime ce qu'on fait, on veut que ça soit carré, comme ça. Quand Emmanuel m'a dit qu'il y avait une masterclass, je l'ai enquiquiné, je l'ai appelé, je fais non mais les lumières c'est bien, je me mêle des trucs que vous regardez même pas, mais c'est vrai que des fois on veut bien faire, quoi. Soit carré. D'accord. Moi c'est je pense qu'en défaut, enfin plutôt axe d'amélioration, c'est plus de patience et qualité, on va dire remise en question. C'est ça qui me fait avancer. Sans la remise en question, je sais que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, et même par rapport aux objectifs que j'ai à moyen et long terme, sans la remise en question, je ne pourrais pas avancer. Je pense qu'on est dur avec nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Je te jure. Non, c'est vrai. Je te jure. Je t'assure. Et vous n'allez pas y échapper, Cyril. Alors, dans les qualités, je dirais fumeur. Non, ambitieux, persévérant et discipliné, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure. Et dans les axes d'amélioration, c'est pas vraiment un axe d'amélioration, c'est un tempérament. Donc moi, je suis assez réservé et donc ça a pu me gêner. Je suis désorganisé, notamment pour ma comptabilité. Je suis des fois trop perfectionniste et donc les choses ont du mal à se mettre en place.
Et donc, ça fait 3 et 3, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup et merci à Laura pour cette question. Axel David sur LinkedIn, quelle est l'étape qui a boosté votre carrière? Une rencontre particulière? Une rencontre particulière? Non, moi je dirais que c'est en fait, c'est le fait d'avoir entrepris de faire mon premier événement, de monter l'assaut et de faire cet événement à Dauphine qui a vraiment été un bond dans ma suite sportive et professionnelle. Donc c'est en fait le fait d'avoir osé faire un premier pas. Et c'est vrai que ce que j'aime bien défendre comme modèle, c'est que ça ressemble au ring de toute façon, mais quand on est parfois hésitant parce qu'on veut faire les choses parfaites, enfin, en tout cas moi je suis perfectionniste, et sur le ring par exemple, quand tu cherches le coup parfait, c'est un coup qui n'arrive jamais. Et généralement, pendant que tu réfléchis à ce coup-là, ton adversaire, lui, travaille. Et pendant qu'il travaille, tu perds ta jauge de confiance et tu perds du temps. Et c'est tout simplement ce que je veux dire par là, c'est que pour créer de l'excellence et de la perfection, il faut faire des petits pas, même s'ils sont perfectibles, même s'ils sont mauvais. Le fait il y a un proverbe qui dit motion creates emotion. Le fait de créer de l'activité, de faire quelque chose, d'entreprendre, même à petits pas, ça va vous mener vers des grandes choses. Donc c'est vraiment, encore une fois, oser. Le fait d'oser. Je pense que les rencontres, je pense qu'il y a les rencontres, mais il y a aussi l'éducation. Moi, je pense qu'on est tous le fruit d'une éducation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation très humaniste, ouverte d'esprit, et ce qui m'a permis, dans de nombreux de mes voyages professionnels, à Hong Kong, à Jérusalem, en Israël, où j'étais au lycée français, au Canada, à Montréal, quelles que soient les rencontres sur différents continents, cette ouverture d'esprit, moi, m'a permis, m'a enrichi déjà, puisque les voyages, ça enrichit. Donc, humainement, j'ai été très enrichi de toutes les rencontres. Un colocataire dans votre chambre à Jérusalem, des fois, ça peut être aussi au bout du monde un chauffeur de taxi qui vous raconte son histoire, qu'il a tout plaqué pour faire ce métier-là parce que lui, il aimait parler avec les gens. Et c'est là où on a tous des passions différentes. Des fois, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de métier ingrat, il n'y a pas d'ambition ingrate, il n'y a pas de saut métier. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Et je crois que toutes les rencontres, justement, sont l'éducation, beaucoup. C'est parce que j'ai reçu cette éducation que j'ai eu ces compétences et ces facilités dans la vie. Donc, je crois qu'au-delà des rencontres, c'est déjà le cercle familial qui vous apporte une richesse énorme. Et après, le cercle amical, bien sûr, qui devient des fois comme une famille. Et après, les rencontres professionnelles qui deviennent des amis. Cyril, on s'est connus petit à petit par des rencontres, par du networking. Et après, par la fibre amicale, on a pu monter des projets et puis on s'est fait confiance. Et puis des fois, je me suis dit, mais pourquoi il me dit oui j'ai même pas encore la péniche. Mais c'est vrai que des fois, voilà, on a des projets. Mais je crois que toutes les rencontres sont très enrichissantes et nous aident à nous surpasser. Parce que des fois, on crée une notion d'engagement, en fait. C'est-à-dire qu'on s'engage, on a fixé une date, on a fixé un challenge. Maintenant, de toute façon, la date, elle est actée, il faut y aller. La masterclass, elle est prête. On n'a pas le choix, on y va. Donc, je crois que les rencontres, ça apporte énormément de richesse et ça nous remplit le cœur. Et du coup, on donne en retour. Donc, le premier pas, les rencontres. Et pour vous, Omar? Pour moi, c'est... j'ai toujours eu l'ambition, je pense que même quand je me souviens de beaucoup plus jeune, à mes 10-15 ans, j'étais le seul qui allait de tous mes potes qui passait son temps sur Wikipédia, qui essayait un peu de comprendre notamment l'agriculture à l'époque et le Brésil, qui était l'un des premiers exportateurs en agroalimentaire. Donc en fait, l'entrepreneuriat, j'ai toujours eu une curiosité et je me suis toujours construit intellectuellement pour être prêt à un moment donné de ma vie, justement, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Après, effectivement, à un moment donné, j'ai stagné. Je pense qu'après mon bac plus 3, où j'ai voulu prendre une année sabbatique, en fait, cette année sabbatique, au lieu qu'elle se transforme en année positive, dans la mesure où je voulais apprendre énormément de choses, en fait, en me laissant aller, j'ai passé quasiment une année à rien faire. Et c'est là où j'ai eu une alerte, j'avais 24-25 ans. Je me suis dit, en fait, là, tu perds énormément de temps. Et tout de suite, en fait, je me suis repris. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'était pas mal de meet-up, notamment dans les incubateurs, dans les startups, etc., par curiosité. Et après, j'ai repris mon mon master en alternance. Et à partir de là, je me suis dit, là, je suis sur la pente ascendante, j'accélère et je m'arrêterai qu'arriver sur la ligne Et tu verras que quand tu arriveras à ta ligne d'arrivée, tu te mets, généralement, en tout cas, c'est ça. On s'en met une autre. On s'en met une nouvelle et c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est sans limite. Et la vraie difficulté pour moi, on a à peu près le même âge, je crois, c'est d'arriver à combiner, en fait, ce projet professionnel et le projet personnel. On n'en a pas beaucoup parlé, justement, c'est bien que vous l'abordiez.
Ça doit pas être facile d'avoir une vie perso quand on fait autant de choses que vous trois. Bah, la difficulté, c'est que quand vous êtes animé par une passion, c'est déjà un projet perso en fait. Et donc, il prend énormément de place. Et c'est vrai que moi, en tout cas, avec le temps, j'ai réussi à mettre aussi parfois des barrières, me dire, bon, par exemple, c'est dimanche, enfin, je réponds pas, ou il est tard, je réponds pas. Et c'est vrai que au début, en tout cas, ça m'est beaucoup arrivé. On a peur de manquer une opportunité. Et donc, on est tout le temps. Et maintenant, je sais qu'avec avec le temps, c'est comme quand je commençais à boxer, j'étais stressé. Je disais à mon entraîneur, il m'appelle assez avant. Je t'inquiète pas, ils vont pas démarrer sans toi. Donc, c'est moi qui décide quand j'y vais. Et du coup, c'est vrai que cette phrase-là, elle m'est revenue il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je vous dis ça comme si c'était acquis, mais il y a encore 2 ans, j'étais encore dans l'état d'esprit dans lequel je vous parle. Et finalement, c'est de se dire, ouais, bon, on n'est pas à 24 heures près. Enfin, il y a des situations, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez connu, c'était à PES, ne pas confondre vitesse et précipitation. et du coup, voilà. Elle était pas mal celle-là, en effet. Ça résume tout. Quand il me répondra plus après 22h, je saurai pourquoi. Des fois, je te fais ça. Ouais, je sais. Oui. Merci beaucoup. Alors, Yacine, qui est étudiant donc, de l'école ITIC. Bonjour à vous trois. Tout d'abord, merci beaucoup, Michael. On se voit très prochainement pour de futurs engagements. Avec plaisir. Ma question est de savoir si vous êtes déjà confronté à l'échec et comment vous l'avez surmonté. Alors, elle rejoint celle dont on a déjà parlé. C'est Yacine qui pose la question, non? C'est quelqu'un d'autre? Non. Ça a été posé avant. Ah, c'était posé avant. C'est Yacine qui pose cette question, mais elle peut-être été posée avant qu'on y réponde. Peut-être, ouais, je pense. Ouais. Je pense. Donc, Yacine, j'espère que tu as entendu la réponse à cette question qui a déjà été posée avant. Et enfin, pour finir sur ce dernier point, quel est votre plus beau souvenir, Oumar? Quel est votre plus beau souvenir en tant qu'auto-entrepreneur? Enfin, en tant qu'entrepreneur, pardon. Wow. Alors, honnêtement, ça, c'est une colle, dans la mesure où mon plus beau souvenir... je pense que le plus beau souvenir, enfin, peut-être que je suis hyper exigeant, ça résume ma personnalité. Même quand ma mère elle me pose des questions, alors c'est quoi les dernières nouvelles? Enfin, je suis toujours hyper exigeant. Après, en termes de plus beaux souvenirs, là, rapidement, c'est qu'au mois de septembre, avant le mois de septembre, on était 3 dans l'équipe. Moi, mon associé, une autre collaboratrice. Et effectivement, aujourd'hui, on est 16 dans l'équipe. Donc, je m'en suis rendu compte semaine dernière, en fin de semaine, en faisant le point. Et effectivement, petite satisfaction de voir qu'en fait, l'année dernière, à la même époque, on n'était que 2. Et une année après, on est 16. Donc, ça veut dire que ça avance. C'est ça qui me rassure. Bravo. C'est vrai que parfois, on veut gravir une montagne et on fait que regarder le pic et on oublie de regarder tout ce qu'on a déjà monté. Et là, c'est magnifique. Quoi. Ouais. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense que c'est là aussi que cette crise, elle a du bon. C'est que ça nous a tous permis un petit peu de s'arrêter, de se dire que finalement, tout continue quand même. Enfin, il faut aussi relativiser, il y a des valeurs essentielles. On se rend compte aussi de l'importance de la santé dans cette période de crise sanitaire. Et je crois que on se construit aussi les souvenirs. Mais je veux dire que des fois, c'est bien de s'arrêter et de se dire, ok, certes, on est exigeant avec nous-mêmes, mais il y a quand même ça qui est fait. Quoi. Donc, et puis des fois, on a aussi on sous-estime l'influence qu'on a. Alors, je dis pas qu'il faut être prétentieux, mais des fois, on arrive à mettre des gens autour de la table, on arrive à créer des connexions, et quelque part, c'est immatériel. On pourrait croire que la satisfaction, ça serait j'ai atteint le tel chiffre d'affaires, mais non, des fois, c'est immatériel, des fois, c'est juste la rencontre humaine, des fois, c'est. Donc, je pense qu'il y a aussi ça. Et puis, il faut aussi voir aussi lever un peu élever le level et le niveau et de se dire on va se créer ces souvenirs plus tard. Quoi. Et vous en avez un exemple à nous donner? Non, moi je pense pouvoir continuer. Je pense que la richesse, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime. Et je nous souhaite tous de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime, c'est tout, point. Sans trop d'objectifs en tête. Et puis comme je suis un peu précautionneux, je ne donnerai pas forcément mes ambitions de manière enregistrée. Et Cyril, ce plus beau souvenir, est-ce qu'il y en a un en particulier? Ouais. En fait, j'ai pas vraiment un plus beau souvenir. Enfin, je pourrais vous en trouver un, mais là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est quand j'étais donc adolescent, entre 13 ans et 20 ans, que je me retrouvais dans ma chambre
que tout simplement, en fait, je me visualisais accomplir ce que j'ai accompli 10 ans plus tard, 5 ans plus tard. Et en fait, j'ai tellement pensé à tout ça et visualisé tout ça fort que ben, je prenais plaisir entre guillemets, rêver de ces situations. Et le jour où elles se sont produites, comme elles ne se sont pas forcément produites aussi bien que j'aurais aimé, bah, pour moi, c'était normal, en fait, parce que je les avais déjà vécues inconsciemment. Et donc, en fait, cette période-là de folie et de rêve qui vraiment m'a marqué dans ma vie. D'accord, merci. Ce sera du coup le mot de la fin pour notre échange. Merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir posé ces questions. Restez encore un petit peu. Merci à vous trois pour votre sincérité, pour nous aider et répondre de manière aussi voilà, simple et honnête au combat de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est vraiment un sujet en ce moment qui est important. On a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre et qui n'osent pas et qui ont besoin d'avoir cet état d'esprit positif. Et ça, c'est vraiment un cadeau que vous leur faites en leur donnant autant d'espoir de pouvoir y arriver eux aussi. Donc merci beaucoup. Mais maintenant, c'est l'heure du combat, Cyril. Et oui, vous n'allez pas y échapper puisque c'est moi qui vais vous combattre et je me suis entraînée de manière acharnée car je suis championne du monde de bras de fer chinois. Donc, nous allons pouvoir entamer ce combat. Tu sais pas dans quoi tu t'embarquais là. Ah ouais. Alors, si c'est bras de fer chinois, les règles, on est assis ou debout? Alors, on peut rester assis. Okay. Hein, on ne triche pas. Non, pardon. Alors, on fait 3 fois comme ça et ensuite on démarre. Ensuite, le combat démarre. Et le combat démarre. D'accord, vous êtes armé. Hein. Ouais. Vous voulez que j'enlève mon arme? Parfait. Ok. 1, 2, 3. Et voilà. Je pense que c'est la meilleure conclusion. Bravo, merci beaucoup. Ils ont même pas eu le temps de filmer. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis. J'ai gagné, hein, si vous avez pas vu. Voilà. Évidemment, hein, j'étais pas très sûre de pouvoir être aussi agile que Cyril, mais merci. Merci beaucoup, merci à tous. Merci en tout cas. Bravo.